Bonjour tout le monde, les élèves du baccalauréat 2020, bienvenue dans cette présentation pour faire la correction de l'exercice de physique qui concerne le concours faculté de médecine et de pharmacie de Fès pour l'année 2018-2019. Et en même temps, on doit discuter toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer lors du concours. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Voilà. Donc, on doit bien lire les remarques suivantes, sont très importantes. Remarque 1, le concours est composé de 4 épreuves de 30 minutes chacune avec le même coefficient 1. Deuxième remarque, pour chaque question, il y a 5 réponses A, B, C, D, E sont proposées dont une seule est correcte, donc une seule réponse est correcte parmi les 5. Troisième remarque, vous disposez d'une seule grille réponse dans laquelle vous devrez déposer vos propositions. Quatrième remarque, répondre en cochant la réponse correcte sur la grille. Et la cinquième remarque, il n'y a pas de note éliminatoire. Pour l'épreuve, il est composé de 4 exercices. Le premier des mathématiques, de la question 1 jusqu'à 16. Deuxième épreuve de physique, de question 17 jusqu'à 32. L'épreuve 3 pour la chimie, de question 33 jusqu'à 48. Et la dernière épreuve, c'est les sciences naturelles et civités, de question 49 jusqu'à 64. Voilà. À noter bien que pour chaque épreuve, les 7 premières questions seront notées sur 2 points pour les 7 premières questions pour chaque épreuve. Les 6 questions suivantes sur 0,75 points et les 3 dernières questions sur 0,5 points. Et pour les épreuves de la physique et la chimie, l'usage de la calculatrice est interdit. Donc, on doit baser sur un calcul mental pour trouver les applications numériques. Voilà. Je vais faire avec vous la correction des 2 exercices, des 2 épreuves, la physique et la chimie. Donc, on passe directement à l'épreuve de la physique, toujours les mathématiques. Voilà, épreuve de la physique, question de 17 jusqu'à 32. Donc, la question 17 sur 2 points. Un circuit électrique est constitué de deux condensateurs en série, sont branchés en série, de capacité C1 est égal 2 microfarad pour premier condensateur et C2 égale 4 microfarad pour le deuxième condensateur. Relie à un générateur de tension continue E est égal 600 volts. Dans ce cas, les tensions V1 et V2 entre les bornes des deux condensateurs 1 et 2 sont respectivement A ou bien B ou bien C, D, E, E. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, le candidat doit dessiner d'avance le circuit électrique qui est composé d'un générateur de tension continue 600 volts et ce générateur est branché avec les deux condensateurs en série de capacité C1 et C2. Voilà. Donc, d'avance, on doit chercher la capacité équivalente pour ce circuit-là. Comme vous voyez, que les deux condensateurs sont branchés en série. Alors, pour calculer la capacité équivalente pour les deux condensateurs, la relation est la suivante. 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. On doit calculer d'avance C équivalent. Donc, C équivalent est égal, ou bien 1 sur C équivalent est égal C1 plus C2 sur C1 fois C2. Si on fait l'inverse, C équivalent égale le produit des capacités sur la somme des capacités, c'est-à-dire C1 fois C2 sur C1 plus C2. Suivez-moi. Application numérique, c'est 2 fois 4 divisé sur 2 plus 4. Ça fait 8 sur 6, ça fait 4 sur 3 microfarads. Alors que la capacité équivalente, c'est 4 sur 3 microfarads. C'est bon? Voilà. Et ainsi que la charge Q est égale à la capacité fois la tension entre les bornes de condensateur.
Alors que la charge équivalente, Q équivalente, est égale, la capacité est équivalente d'I2 fois E, fois la tension générale entre les bornes de générateur. Donc, je répète, Q équivalent est égal C équivalent fois E. L'application numérique, C équivalent, on a trouvé 4 sur 3 microfarad fois 10 puissance moins 6 pour la convertir en farad fois 600 volts, ça fait 8 fois 10 puissance moins 4 coulombs. Donc, la charge équivalente, c'est 8 fois 10 à la puissance moins 4 coulombs. Et on a le même courant qui passe dans le circuit en série. C'est un circuit en série dans lequel on a une même intensité de courant qui circule. Alors, on a aussi même charge. Donc, Q équivalent est égal Q1 est égal Q2. C'est la loi d'unicité de l'intensité du courant, ou bien d'unicité de la charge. Q équivalent est égal Q1 est égal Q2. Et on sait que la charge Q1 entre les bornes du premier condensateur, c'est C1 fois la tension U1 entre les bornes V1. Voilà, entre les bornes de premier condensateur. Donc, Q1 est égal C1 fois U1, ça fait 8 fois 10 puissance moins 4 coulombs, parce qu'on a déjà calculé Q équivalent. On a dit que Q équivalent est égal Q1 est égal Q2. Alors, U1, ou bien V1, U1, ça fait Q1 ou bien Q équivalent sur C1. Application numérique, c'est 8 fois 10 puissance moins 4 sur C1, c'est 2 microfarad fois 10 puissance moins 6. Donc, c'est 8 fois 10 puissance moins 4 divisé sur 2 fois 10 puissance moins 6, ça fait 400 volts. Alors, U1 dans 400 volts. La même chose, U2 égale Q2 sur C2. Q2, c'est Q équivalent. Application numérique, c'est 8 fois 10 puissance moins 4 divisé sur 4 fois 10 puissance moins 6, ça fait 200 volts. Donc, V1, c'est 400 volts et V2, c'est 200 volts. Donc, la seule proposition juste, c'est C. V1, c'est 400 volts et V2, c'est 200 volts. Voilà la question 17. On passe à la question 18. Voilà, notez sur 2 points. Donc, la loi de désintégration radioactive est connue par la relation suivante. Nombre de radiations non désintégrées à l'instant T, qui reste, est égal à N0 fois exponentielle moins lambda T. Lambda, c'est la constante radioactive. O N0 est le nombre de nucléons non désintégrés à l'instant T0. Pour le temps de demi-vie, T1,5 d'un échantillon radioactif est de 8 ans. Donc T1,5 égale 8 ans. Le nombre de nucléons restant après 24 ans est donc ce nombre de nucléons qui reste à l'instant 24 ans, est-ce que N0 sur 3, ou bien N0 sur 4, N0 sur 6, N0 sur 8, ou bien N0 sur 9. Donc, on commence par cette loi-là de décroissance radioactive. N est égal à N0 exponentielle moins lambda T. C'est bon? Voilà, donc N est égal à N0 exponentielle moins lambda T. Alors, lambda, la constante radioactive, on doit la remplacer par Ln2 sur T1,5. On sait que lambda est égal à Ln2 sur T1,5. Alors, N de T est égal à N0 exponentielle moins Ln2 sur T1,5 fois le temps. C'est bon? Voilà, T1,5 c'est 8 ans. 8 ans. Pour le temps, c'est 24 ans. Alors, N est égal à N0 exponentielle moins Ln2 sur 8 fois 24. Qui donne N0 exponentielle moins 3 Ln2. C'est bon? Et exponentielle à la puissance moins 3 Ln2, ça fait 1 sur 8. Donc, N de T est égal à N0 fois 1 sur 8. C'est N0 sur 8. Donc, la proposition juste est D. Voilà. On passe à la question numéro 19. Notez sur 2 points. Soit un solénoïde de longueur L est égal à 0,26 mètres contenant n sphères parcouru par un courant d'intensité E est égal à un ampère constante qui produit un champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. De valeur B, la valeur de l'intensité magnétique, de champ magnétique, est égale à 0,01 Tesla. On donne la constante
la constante μ0 est égale 4 fois P fois 10 puissance moins 7. Le nombre de sphères n qui contient le solénoïde est égal à 2069, 2010, 1400, 1200 ou bien 900. Voilà. Donc, cette question, c'est d'après les prérequis du première année baccalauréat qui concerne le chapitre de champ magnétique créé par le Coran. C'est bon? On a déjà vu, il y a un champ magnétique créé par le Coran dans un conducteur vertical ou bien dans un solénoïde, etc. Donc, maintenant, on a un champ magnétique créé par le Coran qui circule dans un solénoïde de longueur L. Donc, la relation est la suivante. Un petit rappel. L'intensité de champ magnétique B est égale à la constante μ0, la constante de permittivité dans le vide, μ0 c'est la constante de permittivité dans le vide μ0, fois le nombre de sphères n divisé sur la longueur de solénoïde L fois l'intensité de courant. Je répète, B, l'intensité champ magnétique est égale μ0, la constante μ0, fois n, le nombre de sphères, sur L, la longueur, fois I. P est égal à μ0 fois n sur L fois I. On cherche n, le nombre de sphères. Alors n est égal à l'intensité de champ magnétique P fois L divisé sur la constante μ0 fois l'intensité de courant I. Application numérique. C'est 0,01 B fois L 0,26 divisé sur I, c'est 1 ampère, fois P fois μ0, 4 fois P fois 10 puissance moins 7. Ça fait 2069. Donc la proposition juste est A, 2069. Et voilà. Comme vous voyez là, que vous pourrez rencontrer des questions d'après la première année baccalauréat ou bien d'après le tronc commun. Donc il faut faire attention aux prérequis précédentes pour les années précédentes. La question 20, notation de points. Quand on se met les trois montages ci-dessus à la même tension sinusoïdale de fréquence f est égale à 100 Hz, on constate que l'on permet affiche la même valeur de l'intensité E pour les trois montages. Sachant que la résistance entre les bandes conducteurs ohmiques c'est 628 ohms, voilà les données de l'exercice, on a la fréquence 600 Hz, parce qu'on a la tension sinusoïdale de fréquence 100 Hz, et la résistance c'est 628 ohms. Donc, la question, le coefficient de inductance L de la bobine et la capacité C du condensateur valent soit A ou bien P, ou bien C, ou bien D, ou bien E. Donc, on doit calculer l'inductance L de la bobine ainsi que la capacité de condensateur. Ce chapitre-là est précisé pour les sciences maths, c'est les oscillations RLC forcées. Donc, d'après ce chapitre-là, on a déjà vu que d'après la loi d'Ohm pour la bobine, on a la loi d'Ohm spécifique pour la bobine, ainsi que pour le condensateur, et la loi d'Ohm pour la résistance. Donc, d'après la loi d'Ohm pour la bobine, dans un courant variable, parce qu'on a un courant variable, la tension U entre les bandes de la bobine, ça donne L fois oméga fois I. Avec L fois oméga, c'est l'impédance pour la bobine. C'est bon? C'est l'impédance pour la bobine. Donc U, la tension entre les bornes de la bobine, ça fait L fois oméga, c'est l'impédance, fois l'intensité de courant E. On doit la noter, la relation numéro 1. Pour la relation numéro 2, c'est d'après la loi d'Ohm de condensateur. Donc, il s'écrit U, C entre les bandes condensateur, ça donne 1 sur 6 fois oméga. 1 sur 6 fois oméga, c'est l'impédance pour le condensateur. Toujours fois l'intensité de courant E. Donc, c'est 1 sur 6 fois oméga fois I. Et pour les conducteurs ohmiques, la tension entre les bandes conducteurs ohmiques et R est égale R fois I. C'est bon? Donc, d'après les trois relations, c'est-à-dire les trois lois d'Ohm,
On constate que la tension U sur l'intensité de courant I, ça donne R, parce qu'on a déjà dit, d'après la loi d'Ohm, entre les bandes de conducteurs ohmiques, la tension UR est égale R fois I, alors que la résistance est égale U, la tension sur l'intensité de courant, qui donne L fois oméga d'après la première relation qu'on a déjà posée. Donc, la résistance est égale à la tension sur l'intensité de courant est égale L fois oméga est égale 1 sur 6 fois oméga d'après la loi d'Ohm de condensateur. Donc, je répète, la résistance est égale à la tension sur I d'après la loi d'Ohm de conducteur ohmique qui donne L fois oméga d'après la loi d'Ohm de la bobine est égale 1 sur 6 oméga d'après la loi d'Ohm de condensateur. Donc, d'après cette relation-là, on constate que l'inductance L est égale R sur oméga. Et oméga est égal 2P fois la fréquence. Donc, L est égal à la résistance sur 2P fois la fréquence. Application numérique, ça fait 1 Henry. Donc, L, l'inductance L, ça donne 1 Henry. Et voilà. Et pour la et d'après cette relation, 1 sur C oméga est égal à la résistance. Alors que la capacité C est égale 1 sur R fois oméga. Oméga toujours c'est 2 fois la fréquence, donc c'est 1 sur R, la résistance conducteur ohmique, fois 2P fois fréquence, ça fait 2,5 microfarad. Donc pour L, c'est 1 Henry, et pour la capacité, c'est 2,5 microfarad. Donc la proposition juste est A. C'est bon? On passe à la question suivante. La question voilà 21. On a répondu à la question 20. Voilà maintenant la question 21. Toujours l'électricité. Donc, il est noté sur 2 points, comme vous voyez là. Un circuit électrique, il comprend associé en série une bobine de résistance interne R et de coefficient de inductance L, et d'un conducteur ohmique de résistance R est égal à 20 ohms, et un générateur de tension continue 24 volts. Quand on ferme le circuit, l'intensité du courant au régime permanent, vaut I est égal à 1 ampère. Et la constante du temps du circuit est égale à 5 millisecondes. Donc, les valeurs de la résistance interne R de la bobine et son inductance L, elles valent soit A, B, C, D ou bien E. Donc, on a des relations d'après le chapitre RL, dipôle RL, ainsi que temps, la constante du temps est égale l'inductance L sur la somme des résistances. Grand R plus petit r, c'est-à-dire la résistance conducteur ohmique plus petit r, la résistance interne de la bobine. Deuxième relation, ainsi que E0, c'est-à-dire l'intensité de courant au régime permanent est égale à la force électromotrice E générateur divisé sur la somme des résistances, petit r plus grand R. Voilà. Donc, d'après deuxième relation, E0 est égal à force électromotrice sur la somme des résistances. On trouve que la résistance interne est égale E, la force électromotrice E sur E0, l'intensité de courant au régime permanent, moins la résistance entre les bornes de la bobine. Je répète, petit r est égal E sur E0 moins grand R. Application numérique. Si 24 petit r est égal à 24 sur 1 moins 20, ça fait 4 ohms. Donc la résistance interne de la bobine, c'est 4 ohms. Maintenant, on doit calculer l'inductance L. D'après la première relation, temps est égal à L sur la somme des résistances. Alors, L est égal à T fois la somme des résistances. Application numérique. Temps, c'est 5 millisecondes. On doit la convertir en secondes. Donc, 6 fois 10 puissance moins 3. Le T fois la somme des résistances. C'est 20 plus 4, c'est 24. Ça fait 0,2 Henry. La proposition juste est B. La résistance interne, c'est 4 ohms. Et l'inductance, c'est 0,2 Henry. Pour la question 22, voilà la question 22. Donc, une voiture circule à une vitesse V1, fonction du temps,
tel que V1 en fonction de temps est égal à 8 fois T plus 4. T en secondes et V1 en mètres par seconde. Et un bus, il circule à une vitesse, V2 est égal à 10 mètres par seconde. Les deux véhicules occupent la même position initiale à l'instant T est égal à 0, d'après l'origine de l'axe OX, l'axe des abscisses. Donc la question, à quel instant la voiture aura une avance de 40 mètres sur le bus? Est-ce que 2 secondes, ou bien 4 secondes, 6 secondes, 8 secondes, 10 secondes? Voilà. Donc, on cherche l'instant dans lequel la voiture aura une avance d'une distance de 40 mètres sur le bus. Donc, la voiture, elle est avancée que le bus de 40 mètres. Voilà. Donc, pour répondre à cette question-là, on doit faire la différence de la distance x1 moins x2, c'est-à-dire la différence de la distance entre la voiture et le bus, x1 moins x2, ça donne 40 mètres. Donc, d'après les relations de Lévitis, on doit chercher l'équation horaire. Voilà, l'équation horaire. x1 en fonction de temps et x2 en fonction de temps. Donc, on a V1 en fonction de temps, ça donne 8t plus 4. D'après l'expression de la vitesse, on constate que la nature de mouvement de la voiture est un mouvement rectiligne uniformément varié. Rectiligne uniformément varié. Et ainsi que la vitesse V1 est égale dx1 sur d de t, c'est-à-dire la dérivée de la distance x1 par rapport au temps. Si on fait l'intégrale, on trouve que x1 en fonction de temps, ça fait 1 sur 8, ça fait 1 sur 2, 8 fois t au carré, plus 4 fois t plus x0. Je répète, x1 en fonction de temps est égal à 1 sur 2 fois 8 fois t au carré, plus 4 fois t plus x0. Alors que x0 est égal à 0, parce que la voiture et le bus, à l'instant t est égal à 0, elle commence par l'origine de l'axe OX. Donc, x0 est égal à 0. Donc, par conclusion, on trouve que x en fonction de temps, ça fait 8 sur 2, c'est 4. Donc, c'est 4 t au carré plus 4 fois t. x1 de t est égal à 4 fois t au carré plus 4 de t. C'est bon? Voilà. Et d'après, V2 est égal à 10 mètres par seconde. C'est une vitesse constante, alors la nature de mouvement est rectiligne uniforme. Ainsi que V2 est égal à dx2 sur d de t est égal à 10 mètres. Par intégrale, on trouve que x2 en fonction de t est égal à 10 fois le temps. C'est l'intégrale de 10 mètres par seconde. Donc, V2 est égal à 10 fois le temps. C'est bon? Plus x0. Toujours x0 c'est 0. Donc, x2 en fonction de temps, c'est 10 fois le temps. Alors que x1 moins x2, ça fait 40. Parce que la voiture, elle est avancée par le bus de 40 mètres. Donc, x1 moins x2, ça fait 40. On remplace x1 par 4 fois t au carré plus 4t et x2 par 10 fois le temps. Donc, c'est 4t au carré plus 4t moins 10 fois le temps, ça fait 40. C'est bon? Et voilà. Donc, c'est 4 fois t au carré moins 6 fois t, parce que 4 fois t moins 10 fois t, c'est moins 6 fois t. Moins 40, ça fait 0. Je répète, l'équation est la suivante. C'est 4 fois t au carré moins 6 fois t moins 40, ça fait 0. C'est une équation de deuxième degré à un seul inconnu, c'est le temps qu'on doit chercher. Dans ce cas A, d'après cette équation-là, A c'est 4, B c'est moins 6 et C c'est moins 40. Donc on doit calculer delta. Delta, ça fait B au carré moins 4AC, qui est donc 36 plus 4 fois 160. Ça fait 36 plus 60, 40, ça fait 676. Delta est égal à 676, c'est supérieur à 0. Alors que cette équation, elle admet deux solutions. La première solution, c'est T1, ça donne moins B plus racine delta sur 2A. Et deuxième solution, c'est T2, ça fait moins B moins racine delta plus 2A. Pour la deuxième solution, T2, c'est inférieur, donc on doit l'éliminer. Et on garde juste la première solution, T1 est égal à moins B plus racine delta sur 2A. Application numérique.
Déjà B, 6 moins 6, alors moins B, c'est 6. Donc T1, c'est 6, plus racine delta, c'est 26, divisé sur 2A, 2 fois 4. Ça fait 32 sur 8, ça fait 4 secondes. Donc la proposition juste, c'est B, 4 secondes. Et pour la deuxième solution T2, c'est inférieur à 0 et le temps ne doit pas être inférieur à 0. Donc, le temps, la différence de temps entre la voiture et le bus, c'est 4 secondes. C'est-à-dire le bus, il a fait un retard de 4 secondes par rapport à la voiture. Donc, la question 23. Donc, vous voyez là, il y a un montage, c'est-à-dire l'association des résistances, soit en série bien en parallèle. Donc, la résistance équivalente du dipôle A, B, égale 3 fois la résistance, ou bien 5 fois la résistance, 7 fois la résistance, 11 fois la résistance, ou bien 27 fois la résistance. Donc, comme vous voyez là, pour les trois résistances, on doit nommer ces résistances-là. Par exemple, là, c'est R1, c'est bon? R2, R3, R4, R5. Donc, on a les résistances de R1 jusqu'à R5. Alors que les trois résistances, comme vous voyez là, R2, R3, R2, R3, R4, sont branchées en parallèle parce qu'il existe des nœuds électriques. Et la définition de nœud électrique, c'est le point qui relie entre les trois fils, au moins les trois fils conducteurs. Donc, on a une nœud électrique là, un nœud électrique là, deuxième nœud électrique et troisième nœud électrique et quatrième nœud électrique. Donc, on a les trois résistances R2, R3, R4 sont branchées en parallèle. Donc, pour calculer la résistance équivalente prime, on doit la noter. La somme des trois résistances, on doit la noter R équivalent prime. Donc, la relation est la suivante. Puisque les trois résistances branchées en parallèle, alors 1 sur la résistance équivalente prime, ça donne 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4. Voilà. Si on calcule ça, on trouve que R équivalent prime, ça donne 2 fois R. Alors, maintenant, on a la résistance R1 et la résistance R équivalente prime, qui est la somme des trois, qui est 2 fois R. Et la troisième résistance R5 sont branchées en série. Alors, si on veut calculer la résistance équivalente, c'est R1 plus R équivalent prime plus R5 parce qu'ils sont branchés en série. Application numérique, c'est 3 fois R1 plus 2 fois la résistance plus 6 fois la résistance. Ça fait 11 fois R1. Donc, la résistance équivalente, c'est 11 fois R. C'est la proposition D. La question 24. Notée sur 0,75. Voilà. Donc, un circuit électrique comporte associé en série une résistance R est égale à 100 ohms, une bobine parfaite d'inductance L est égale à 2 Henry, un condensateur parfait de capacité C branché à une source de tension U est égal à 100 fois racine de cosinus oméga fois T. Avec oméga, ça fait l'impulsion, là c'est l'impulsion, ça fait 10 à la puissance 3 à radian fois seconde moins 1. C'est bon? Et 100 c'est l'amplitude U max. C'est la tension U max. Donc, lorsque l'impédance équivalente au circuit entre A et B est équivalent à une résistance pure, la valeur de l'intensité efficace I du courant dans le circuit et la capacité C valent A ou bien B ou bien C. Voilà. Donc, d'après les données de cet exercice, on constate que lorsque l'impédance du circuit égale à la résistance paire, comme vous voyez là, l'impédance est équivalent à une résistance paire. Donc, l'impédance du circuit est égale dans ce cas à la résistance paire. C'est bon? On aura les relations suivantes. La tension U U efficace, bien sûr, la tension U efficace, qui est 100 volts, d'après l'expression du U, de la tension U efficace, c'est 100 volts. Donc, la tension U est égale à la résistance fois I. C'est la loi d'Ohm entre les bornes de conducteur ohmique.
Donc, puisqu'on a dit que la pédance est égale à la résistance, alors que d'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois E. Deuxième relation, L fois oméga, ça fait 1 sur 6 fois oméga. C'est bon? Avec la tension efficace, 600 volts. Donc, d'après les deux relations, U est égal à R fois E et L fois oméga est égal à 1 sur 6 fois oméga, on aura que l'intensité de courant I est égale U efficace sur la résistance, parce que U efficace est égal à R fois I. Alors, U efficace, alors I, l'intensité I qu'on cherche, est égale à U efficace sur la résistance. U efficace 600, d'après cette relation-là, et la résistance 600. Donc 100 sur 100, c'est 1 ampère. Donc l'intensité de courant, c'est 1 ampère. Automatiquement, la proposition juste, voilà, on a dit que I est égal à 1 ampère. Maintenant, on doit calculer C. D'après la relation L fois oméga, c'est-à-dire l'inductance fois oméga, est égale à 1 sur 6 fois oméga. D'après cette relation, on trouve que la capacité C est égale à 1 sur L fois oméga carré. 1 sur L fois oméga carré. Donc c'est 1 sur 2 fois 10 puissance 6. Ça fait 0,5 fois 10 puissance moins 6 farad qui donne 0,5 microfarad. Donc l'intensité de courant c'est 1 ampère. L'intensité de courant, il y a une autre proposition. Voilà, des autres propositions. Donc l'intensité de courant c'est 1 ampère, comme vous voyez là. Et pour la capacité, on a trouvé 0,5 microfarad. Donc la proposition juste est E. Parmi les 5 propositions, la proposition juste est E. Voilà. La question 25. Donc, la dissipation de la puissance électrique moyenne dans le circuit est due soit à la bobine, le condensateur, la bobine plus le condensateur, la résistance, la bobine plus le condensateur plus la résistance. Donc, seul facteur qui est dû à la dissipation de la puissance ou bien de l'énergie électrique moyenne, c'est la résistance. Donc, la proposition juste est D. Par la présence de la résistance, on aura une dissipation de la puissance électrique. Donc, la question 26. Quand on éclaire un prisme par de la lumière blanche, on observe le phénomène de dispersion de la lumière. Dans ce cas-là, dans ce phénomène-là, la lumière violet est la plus déviée, la lumière rouge est la plus déviée, la lumière jaune est la plus déviée. Il n'y a pas de déviation de lumière. L'angle de déviation ne dépend pas de la lumière émergente du prisme. Toujours une seule proposition est juste. Voilà, ainsi que la longueur d'onde du violet, de la lumière violet, lambda de la lumière violet, c'est le plus petit parmi les autres lumières. Alors, la lumière violet est la plus déviée, puisqu'elle a une longueur d'onde plus petite, c'est lui qui est la plus déviation. Donc la proposition juste est A. La lumière violet est la plus déviée. La question 27. Voilà. L'équation horaire d'un mobile M et θ en fonction de t est égale 6 fois t plus 1,4 radian. 1,4 c'est θ0 et 6 c'est oméga. Et oméga c'est la vitesse angulaire. Donc oméga c'est 6 radians par seconde. C'est la vitesse angulaire. La durée au cours de laquelle le mobile M effectue 5 heures, n est égal à 5 heures, c'est 5 secondes, 6 secondes, 2 secondes, 0,9 secondes ou bien 0,5 secondes. Donc, d'après cette équation horaire, si θ est égal à 6 fois t plus 1,4, on a dit que oméga c'est 6 radians par seconde. Et on a une relation oméga, la vitesse angulaire moyenne, est égale à delta θ sur delta t. Delta θ c'est l'abscisse angulaire sur le temps. C'est bon? C'est ça l'expression de la vitesse angulaire. Qui est égale à 6. Donc oméga est égal à delta θ sur delta t est égal à 6 radians par seconde. Et ainsi que l'abscisse angulaire delta θ, il donne 2π fois n. N c'est le nombre de rotations. Dans ce cas c'est 5. Donc delta θ c'est 2π fois le nombre de rotations. Donc c'est 2π fois 5. Ça fait 10 fois π. Donc delta θ c'est 10 fois π. Alors que d'après la relation oméga est égal à delta θ sur delta t, on trouve que le temps qu'on cherche delta t, il donne delta θ sur oméga.
Delta θ, c'est quoi? C'est 10 fois P sur oméga sur 6, ça fait 6 secondes. Donc la proposition juste est 6 secondes, voilà. Donc la proposition juste est P. Voilà. On passe à la question 28. En mécanique, soit un ressort de masse négligeable et de raideur K, auquel est accroché un corps solide de masse M. Lorsque le centre d'inertie de cette masse passe de la position x1 à la position x2, le travail de la force élastique est 1 demi fois kx1 moins x2, ou bien 1 demi fois mk x1 au carré plus x2 au carré, ou bien 1 demi fois k sur m x1 plus x2 le tout au carré, les autres propositions, ou bien 1 sur 2 fois k x1 au carré moins x2 au carré, ou bien 1 sur 2, le travail entre A et 1, c'est 1 sur 2 kx1 au carré plus x2 au carré. Donc, d'après les relations qu'on a déjà vues dans le pendule élastique, on a trouvé que le travail entre deux positions, c'est bon, c'est 1 sur 2 fois la raideur fois l'abscisse de la position 1 au carré moins l'abscisse de la position 2 au carré. C'est bon? Donc, la proposition juste est D. La question 29. Si θ est l'écart angulaire de fissure diffracté par une fente de largeur A et lambda c'est la longueur d'onde de la lumière monochromatique diffractée, alors θ est égal à fois lambda, 2A fois lambda, lambda sur A, A sur lambda, lambda sur 2A. Donc la réponse juste c'est C. C'est facile, on a déjà trouvé ces relations-là d'après un graphe. On a tracé le graphe qui représente la variation de θ, c'est bon, l'écart angulaire en fonction de 1 sur 2a. On a trouvé une fonction linéaire qui passe par l'origine d'équation mathématique θ est égale la pente k fois 1 sur a, θ est égale la pente ou bien coefficient directeur fois 1 sur a. Et on a calculé cette pente-là et on a trouvé que cette pente est équivalente à la longueur d'onde de laser qu'on a utilisé, alors que θ est égal lambda k, la pente k c'est lambda fois 1 sur k, donc fois 1 sur a c'est lambda sur a. Donc la proposition juste est C. On passe. Question 30. C'est la suite de l'exercice 29. Toujours on a phénomène de diffraction de la lumière monochromatique, c'est-à-dire la lumière de laser. Ce phénomène de diffraction est d'autant plus important lorsque A est égal à 10 puissance 9 lambda, 10 puissance 6 lambda, 10 puissance 3 lambda. La largeur de la fente est plus grande, la largeur de la fente est plus petite. La proposition juste est déjà, d'après une activité expérimentale, on a constaté que le phénomène de diffraction est d'autant plus important lorsque L, c'est-à-dire la largeur de la fente centrale, est plus grande. Et pour trouver une fente de largeur plus grande, on doit utiliser des petites fentes, c'est-à-dire la largeur de la fente est plus petite. Donc, pour trouver un phénomène de diffraction d'autant plus importante, la largeur de la fente doit être plus petite. Donc la proposition juste est E. On passe. La question 31. Une bobine se comporte comme un conducteur ohmique lorsque le courant qui le traverse change de valeur, lorsque la tension entre ces bancs change de valeur, en régime transitoire, en régime permanent, en régime variable. Donc, d'après une relation, ou bien la tension UL entre les bandes de la bobine. On a dit que d'après le chapitre de dipôle RL, on a vu que UL est égal à la résistance interne de la bobine fois l'intensité de courant I plus coefficient d'inductance L fois dérivée de l'intensité de courant par rapport au temps. C'est bon? Alors si I est constante, si l'intensité de courant est constante, la dérivée d sur d de t ça fait 0. Elle reste UL est égal R fois I. Donc c'est presque la loi d'Ohm de conducteur ohmique. Donc, une bobine se comporte comme un conducteur ohmique en régime permanent. Parce qu'en régime permanent, l'intensité de courant est constante, alors la dérivée I par rapport au temps c'est 0, elle reste UL est égal R fois I. Donc, la proposition juste, dans ce cas-là, I, D. C'est bon? En régime permanent, I est constante. Question 32, la dernière question pour l'épreuve de la physique.
Au cours d'une transformation radioactive β-, il y a l'émission d'électrons, 0-1. Le plan Pp de numéro atomique Z, c'est 82, et de nombre de masse, ou bien nombre de nucléons, c'est 209, se transforme en un noyau de bismuth, Be, qui soit A ou bien B ou bien C ou bien D. Donc, on doit on doit donner l'équation de désintégration du plomb. Donc, le plomb Pp 209,42 se désintègre pour donner un autre noyau plus stable XAZ plus l'électron, parce que le type de transformation c'est β-, donc l'électron 0-1. D'après la loi de Sedé, on trouve que A, le nombre de nucléons A, ça fait 209 et Z, ça fait 83. Donc, la proposition juste était le bismuth de Z 83 et de A 209. Et voilà, c'est ça l'exercice de la physique pour cette épreuve-là, ou bien pour ce concours de médecine et de pharmacie de Fès pour l'année 2018-2019. Si vous avez des questions, bien sûr, laissez un commentaire. Et on se verra dans la présentation prochaine pour faire la correction de l'épreuve de la chimie. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne.